Bonjour, aujourd'hui on va pousser les portes d'un monde qui reste souvent fermé, un monde qu'on comprend mal, celui de l'hôpital psychiatrique. On va essayer de voir, à travers les mots de l'écrivaine Joyce Sorman, ce que c'est que de vivre la maladie mentale et l'enfermement, mais de l'intérieur. On commence tout de suite avec cette phrase. Elle est d'une patiente, Maria, et elle nous met directement dans le bain. D'un coup, ce qu'on sent, c'est pas la maladie, c'est l'injustice. C'est pas le soin, c'est la persécution. C'est ce point de vue qui va nous guider. Avant même de parler des diagnostics, des traitements, il y a l'expérience physique, l'expérience sensorielle de l'endroit. Et ces trois mots, ils suffisent à tout dire. Un espace qui ferme, un espace qui guide les pas, et une atmosphère qui a sa propre identité, souvent très pesante. L'arrivée, c'est la première étape. Et la première chose qui marque, c'est un vrai choc pour les sens. C'est l'odeur. Elle frappe avant tout le reste, avant un visage, avant un moi. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont cette odeur est disséquée. Ce n'est pas juste une mauvaise odeur, c'est bien plus complexe. C'est un mélange où le physique et l'émotionnel ne font plus qu'un. L'odeur du légume bouilli qui se mélange à celle du détergent, et puis celle de la sauce refroidie qui se mêle à l'inquiétude. C'est ça, en fait, l'odeur de l'enfermement. Bon, après les sens, il y a le système, la structure même de l'hôpital. Parce que dès qu'on arrive, il y a un processus qui se met en marche. Toute une série de rituels qui, petit à petit, vont venir gommer l'identité de la personne pour la remplacer par celle du patient. Alors concrètement, comment ça se passe ? D'abord, on fait l'inventaire de vos affaires. Ensuite, on vous donne un pyjama. Ce ne sont pas juste des petites formalités, hein. C'est un vrai rite qu'on appelle l'intronisation psychiatrique. C'est un moment où on renonce à une partie de soi pour se soumettre au système. Et déjà à ce moment-là, on évalue la docilité. Et du côté des soignants, leur temps est complètement aspiré par un autre rituel, celui de l'administration. Le soin humain se retrouve découpé en une série de tâches informatiques. Chaque geste, chaque parole, chaque médicament doit être tracé. Clic, coche, valide. Et on touche au cœur du problème. Comment on peut quantifier le temps passé à rassurer quelqu'un ? Comment on transforme une main posée sur une épaule en une donnée dans un logiciel ? C'est ça qui est crucial. L'essentiel du soin, la bienveillance, ça ne se chiffre pas. Ça échappe aux cases à cocher. Et puis, au milieu de toute cette humanité, un chiffre. Brutal. 795,33 €. C'est le prix. Le coût d'une seule journée d'hospitalisation à temps plein. Ça nous rappelle violemment la réalité économique qui est derrière tout ça. Bon, maintenant, laissons un peu de côté les procédures et les chiffres. Et intéressons-nous à celles et ceux qui vivent là, entre ces murs. Écoutons leur voix pour essayer de saisir un peu de la réalité qui se cache derrière les portes des pavillons. Prenons Arthur par exemple. Sur son dossier, il y a marqué « état dépressif mélancolique ». Mais quand on lui parle, il dit « je suis un homme sans désir ». Le diagnostic évoque un possible syndrome de Cotard. Lui, il confie « j'envie les bipolaires ». Vous voyez ce fossé, ce gouffre immense entre le langage froid de la clinique et la souffrance intime, personnelle. C'est Maria, encore elle, et son observation est d'une lucidité incroyable. La vie à l'hôpital, c'est une vie passive, forcée. On réfléchit en permanence, mais en circuit fermé, sous le regard des autres. Et elle met le doigt sur ce paradoxe. Pour redevenir intelligent, c'est-à-dire fonctionnel, il faut pouvoir agir. Et c'est justement ce que l'hôpital, par sa nature même, empêche. Tout ça nous amène au grand paradoxe du traitement. C'est quoi le but, finalement ? Est-ce que c'est de guérir la personne, de la soulager, ou est-ce que c'est de la rendre à nouveau acceptable pour la société ? C'est l'image de la porte-tambour. Les patients entrent, sortent, et très souvent, ils reviennent. Une partie de la réponse, elle est là, dans les médicaments. La clozapine, par exemple. C'est un neuroleptique très puissant. Et au-delà des effets secondaires qui sont déjà très lourds, très invalidants, il y a cet effet de carcan chimique. Ça éteint la personnalité, ça impose le silence. Alors, la question se pose, à quel prix est-ce qu'on obtient ce calme ? La question est donc là. Pourquoi revenir ? Parce que dehors, une fois qu'on est seul, la maladie redevient quelque chose d'abstrait. Par contre, les contraintes du traitement, elles sont bien réelles, tous les jours. Sans la structure rigide de l'hôpital, sans les blouses blanches, la motivation de continuer un traitement si lourd, elle s'effrite. Et pour bien comprendre ce mécanisme, regardez ça. C'est une statistique qui vient d'une étude en maison de retraite, donc un autre lieu d'enfermement. À leur arrivée, 70% des résidents souhaitent l'euthanasie. 3 mois après, ils ne sont plus que 2%. C'est fou. Ça montre la capacité stupéfiante de l'être humain à s'adapter, même au pire. Et l'hôpital psychiatrique n'est pas une exception. Et ça nous force à nous poser la question ultime.
C'est quoi le but de tout ça? Aller mieux, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que ça veut dire retrouver une paix intérieure, un bien-être? Ou est-ce que ça veut simplement dire être à nouveau présentable aux yeux de la société, de la famille, du travail? La définition du succès, selon l'institution, elle est très parlante. Vivre, ce n'est pas être heureux, c'est dormir à heure fixe, faire ses courses, prendre le métro, en un mot, être adapté. La guérison, elle se mesure à quel point on est redevenu conforme aux règles du jeu social. Alors, pour finir, on va prendre un peu de recul et on va s'attaquer à la question de fond que tout ça soulève. La frontière contraste entre la folie et la raison, est-ce qu'elle est vraiment si nette que ça? Une vérité assez crue, c'est que la folie n'échappe pas à la lutte des classes. L'expérience qu'on fait de la maladie mentale change radicalement selon le milieu social. Pour les uns, c'est l'hôpital public. Pour les autres, des cliniques privées, où la famille protège du regard, mais parfois étouffe aussi. La folie du pauvre est enfermée, celle du riche est cachée. Et ça, c'est peut-être un des points les plus importants. La décision d'hospitaliser n'est pas toujours uniquement médicale. Très souvent, elle est sociale. C'est quand l'entourage est à bout. C'est la crise de trop. C'est l'épuisement d'une famille qui n'en peut plus. Et si on retournait complètement la perspective? L'auteur suggère une idée assez provocante. Et si, pour certains, la psychose n'était pas une défaillance, mais une stratégie de survie? Un refuge, désespéré certes, mais logique, face à un monde qui est devenu absolument invivable. Et on va terminer sur cette pensée. L'idée que la folie n'est pas une maladie qui vient de l'extérieur, mais une possibilité qui est en chacun de nous. La seule chose qui changerait d'une personne à l'autre, c'est le seuil. Le seuil de tolérance à la douleur du monde, un seuil qui dépend de notre histoire, de notre corps, de notre entourage. C'est une conclusion qui nous invite à réfléchir, je crois, à notre propre fragilité et à ce qu'on a tous en commun.